Attends, Ouais, je vais te présenter dans en bonne et due forme. parfait. Et je vais avoir la chance de partager, c'est ça Ouais, c'est donc voir. j'imagine. Ouais, juste pour être certain. D'habitude, il n'y a pas de souci, là, mais C'est bon? OK, ouais, parfait. Ça semble fonctionner. Alors, vous voyez la présentation? ouais, Ouais. OK. vraiment Alors, bien. je vais l'arrêter pour l'instant. OK, bon, écoutez, bonjour à tous. Mon nom est Stéphane Paquin, professeur à l'ENAP. C'est avec grand plaisir que je vous présente Patrick Leblond. Alors, Patrick, il est très connu dans le milieu des gens qui travaillent sur les questions commerciales. C'est vraiment un de ceux qui est capable de le mieux transposer nos recherches dans la sphère publique, très présent dans l'univers médiatique, notamment lors des négociations commerciales entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui ont eu lieu récemment. Donc, il est professeur titulaire non, il est professeur agrégé à l'Université d'Ottawa. Il est titulaire de la chaire Paul Tellier en entreprise et politique publique. Il est senior au Centre pour l'innovation et la gouvernance internationale, le fameux CIGI, chercheur associé à Cyrano, professeur affilié au département des affaires internationales des HEC Montréal. Il est donc le spécialiste des enjeux commerciaux avec un regard plus spécifique de nos jours sur les questions incluant l'intégration financière et monétaire, la réglementation bancaire, le commerce international, les relations gouvernement-entreprise. Et préalablement, alors ça, je ne savais pas, il était expert comptable chez Ernst Young. Donc, ça me rassure. J'ai un de mes garçons qui commence à HEC pour faire expert comptable. Donc, il y a un bel avenir devant lui. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente Patrick Leblond. Alors, Patrick, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette belle introduction. Merci aussi à Michel Rioux de m'avoir invité à vous présenter un projet de recherche qui est en cours, qui évolue et qui semble, disons, grossir de plus en plus. Donc, je vais vous parler de ce projet-là. La présentation est vraiment un peu là où j'en suis dans mes réflexions et j'espère avoir de vos commentaires et vos questions aussi afin de mieux m'orienter et en espérant aussi que vous allez trouver tout ça fort intéressant. Merci au CIM et à l'UQAM de m'accueillir ce matin. Au départ, on avait l'idée de faire 100 personnes, mais malheureusement, la pandémie, dans le fond, pas qu'elle nous rattrape, mais elle ne semble pas partir suffisamment rapidement. Malgré qu'avec la neige, ça aurait peut-être été difficile pour moi d'arriver à Montréal à temps ce matin. Mais bon, alors ça me fait plaisir d'être ici. Donc, j'ai préparé une présentation qui est pas parfaite, vous allez voir. Dans le fond, honnêtement, j'avais mal enregistré l'heure. Je pensais qu'on commençait à 10h30. Alors, bien sûr, je travaille beaucoup en juste à temps, comme les entreprises. On l'a vu lors du blocage du pont Ambassador à Windsor. Alors, moi aussi, je fonctionne en juste à temps comme les entreprises, qui n'est pas nécessairement une chose que les étudiants devraient copier ou admirer. Alors, le titre de ma présentation, les jeux ne sont pas faits, la gouvernance internationale des flux de données, le commerce numérique. Donc, le contexte ici, en termes de problématiques, si vous voulez, bon, on parle de plus en plus de l'économie numérique. L'économie est digitalisée ou numérisée et les données sont au cœur, bien sûr, de tout ça. Et bon, elles peuvent prendre toutes sortes de formes. Que ce soit des données personnelles, des données d'entreprise. Hein, pensez par exemple aux avions. Hein, les avions communiquent des données de façon permanente lorsque ils sont en vol pour que ces données-là sont analysées, etc. Les voitures, la même chose. Hein. Maintenant, les voitures sont de plus en plus des ordinateurs sur roues et lorsque vous roulez, ces données-là sont envoyées, données sur votre conduite, etc. Les boutons que vous appuyez, sur lesquels vous appuyez, tout ça est envoyé au manufacturier qui ensuite analyse ça et
Bon, après, qu'est-ce qu'ils font avec ces données? C'est une bonne question. Est-ce que c'est pour améliorer le rendement de la voiture? Est-ce que c'est pour éventuellement vous fournir de nouveaux services, etc.? Mais de plus en plus, c'est ça, les voitures fournissent des données. Pourquoi, par exemple, même des voitures à bas prix maintenant ont la capacité Internet sans fil, cellulaire, 4G, etc. Ben, c'est pas seulement parce que vous pourrez écouter la radio numérique, mais c'est surtout parce que ça permet aux entreprises de pouvoir ramasser les données et d'ensuite de les analyser. Et éventuellement, la grande question, c'est est-ce que les compagnies d'assurance auraient accès à ces données-là pour savoir justement, pour avoir des informations sur votre conduite et bien sûr, vous fournir des prix en conséquence. Alors, mais ça, bon, on n'est pas encore rendu là, mais ça pourrait arriver. Alors, vous voyez un peu jusqu'à quel point justement les données sont au cœur de notre économie. Par contre, hein, les citoyens, les entreprises, les gouvernements sont très préoccupés par justement qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là. Hein, leur intégrité, la confidentialité, hein, la protection de la vie privée, la sécurité des données de façon très large. Hein. Il y a toute cette confiance qui, dans le fond, est importante pour le bon fonctionnement du marché. On le sait. Hein. Si les gens n'ont pas confiance dans les produits ou les services qu'ils utilisent, ben, ils vont avoir tendance à ne pas les utiliser et ça peut justement mener à des échecs de marché. Et bon, aussi, on sait qu'est-ce que ça veut dire aussi, toutes ces questions pour la démocratie hein, en ce moment, avec les réseaux sociaux, etc. Alors, la problématique, elle est là dans le sens où comment s'assurer d'un côté qu'on protège les individus, les entreprises, les gouvernements en termes de la gouvernance des données, de la réglementation des données, d'accord? Et de l'autre côté, hein, qu'on permette justement aux données de traverser les frontières pour permettre aux entreprises justement de faire du commerce numérique. Hein? Pensez par exemple lorsque bon, l'Union européenne a mis en place son règlement général sur la protection des données en mai 2018. Il y a des entreprises, par exemple, comme le LA Times à l'époque, qui a arrêté de fournir son service journalistique, hein, ses articles, aux résidents de l'Union européenne. Parce que à ce moment-là, le LA Times, bon, je ne sais pas si ça a changé depuis, j'imagine, mais le LA Times n'était pas certain de satisfaire les normes mises en place par l'Union européenne dans le cadre de son règlement. D'accord? Et donc, tout de suite, et ce n'est pas la seule entreprise qui a fait ça, tout de suite, hein, ils ont dit non, si vous êtes un résident de l'Union européenne, on ne peut pas vous offrir notre service. D'accord, d'articles journalistiques, etc., de nouvelles. Donc, là, à ce moment-là, justement, la réglementation des données, dans ce cadre-là, c'était des données personnelles, est devenue une entrave, en fait, à empêcher ce commerce transatlantique de prendre place. En ce moment, peut-être vous avez vu, je crois que c'était la semaine dernière, hein, Facebook et Google ont comme menacé l'Union européenne d'arrêter leurs services en Europe, au sein de l'Union européenne, parce que justement, ils trouvaient que les réglementations européennes devenaient de plus en plus onéreuses. Bon. Est-ce que c'est un jeu politique? Probablement. Je serais très surpris que des entreprises comme Google et Facebook veulent se priver d'un marché aussi important que celui de l'Union européenne. D'accord? Donc, vous pouvez voir dans ce contexte-là, justement, l'importance des flux de données pour le commerce numérique. D'accord? Donc, et là, hein, la grande question, c'est comment trouver l'équilibre entre tout ça? Comment s'assurer de permettre aux données de traverser les frontières, donc d'appuyer le commerce numérique international, et de l'autre côté, bien sûr, de protéger les données, les citoyens, les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. D'accord? Donc, c'est un peu le Graal, c'est de trouver cet équilibre.
Jusqu'à maintenant, et ça fait l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a plusieurs solutions qui sont mises de l'avant. Il y en a qui existent, il y en a d'autres qui sont en négociation, il y en a d'autres qui sont simplement au niveau de proposition. Hein? Et là, c'est de dire, OK, bon, est-ce que ces solutions sont les bonnes? Et pourquoi toutes ces solutions existent-elles? Donc, je vais essayer de départager tout ça et de voir un peu où ça s'en va. Parce que justement, il n'y a pas une... Jusqu'à maintenant, les pays semblent essayer de trouver différentes façons pour arriver à cet équilibre. Et encore là, l'équilibre n'est pas nécessairement parfait selon aussi les préférences de chaque pays. D'accord? Donc, pour commencer, mon cadre d'analyse, si vous voulez, c'est ce que j'appelle le trilemme des données. D'accord? Bon, c'est pour ceux qui connaissent l'économie politique internationale en matière de finances, de monnaie. C'est le même trilemme, par exemple, de Mundell-Fleming, mais adapté aux données plutôt qu'aux flux de capitaux. D'accord? Donc ici, j'invente rien. Dans le fond, j'ai simplement transposé un trilemme au niveau financier à un trilemme au niveau des données. Et l'idée, c'est que très difficile dans le fond, pour un pays, d'atteindre ces trois objectifs en même temps. D'accord? Donc, un pays qui dit, moi, je veux permettre les flux de données transfrontaliers, donc les données de circuler au-delà de mes frontières, de façon libre, si on peut dire. Et en même temps, je veux protéger les données en matière de protéger les consommateurs, protéger le gouvernement, les entreprises, etc. Donc, je vais avoir une réglementation nationale pour me protéger mes citoyens, mes résidents, protéger le gouvernement en matière de sécurité nationale, protéger les entreprises peut-être en matière de concurrence, etc. Donc, je vais mettre en place un régime national. Et de l'autre côté, bien sûr, je fais ça pour maintenir la confiance. C'est la raison pourquoi on veut la protection nationale des données. Mais là, si je fais un régime national et l'autre pays fait aussi un régime national, là, est-ce que justement, on permet aux flux de données aux données de traverser les frontières, est-ce qu'on va arriver à maintenir la confiance? Pensez en ce moment, disons, entre le Canada et les États-Unis. D'accord? Les États-Unis n'ont pas de régime national. Il y a des régimes qui sont en train de se mettre en place au niveau des États, par exemple en Californie, qui est le leader là-dessus, encore une fois. Mais au niveau national, il n'y a rien pour vraiment protéger les données, protéger les consommateurs, la vie privée, etc. Il n'y a pas de régime de protection de la vie privée aux États-Unis au niveau fédéral, au niveau national. Le Canada a un régime. Et en principe, bon, bien sûr, les entreprises canadiennes sont supposées suivre les données pour s'assurer qu'elles sont bien protégées aux États-Unis. Est-ce qu'elles le font? Est-ce qu'elles ne le font pas? Selon l'Union européenne, en tout cas, selon les experts qui comparent le système de l'Union européenne, la réglementation générale sur la protection des données par rapport à ce qui est au Canada, même le système canadien n'est pas adéquat. C'est quelque chose qui est vieux de 20 ans et qui, bon, est en train de, on nous dit qu'il y a une nouvelle loi, un projet de loi qui s'en vient au niveau fédéral, mais on est en retard. Donc, nous, du côté canadien, on a un régime qui protège la vie privée, les Américains n'en ont pas. Si nos données personnelles vont aux États-Unis, est-ce qu'elles sont protégées? Donc, ça peut affecter la confiance, par exemple, des consommateurs canadiens, des individus canadiens, de dire, OK, moi, si je fais affaire avec une entreprise américaine, est-ce que mes données sont bien protégées? Quand vous utilisez Netflix ou vous utilisez Amazon, sachez que ces services-là sont fournis à partir des États-Unis. Et non pas à partir du Canada. Alors, dans ce cas-ci, est-ce que vos données personnelles sont bien protégées, sans parler de Facebook, etc. Donc, et du côté entre l'Europe et le Canada, disons, si l'Europe dit, ben non, vous les Canadiens, vous ne respectez pas nos normes, bon, ben à ce moment-là, est-ce qu'on va empêcher justement les données, disons, des citoyens ou des résidents européens de s'en aller au Canada. Donc, vous pouvez voir qu'il
dans le fond, il y a un trilemme, c'est-à-dire que si on met l'accent sur la protection nationale des données et on permet les flux de données, bien là, ça vient affecter la confiance parce que ce n'est pas clair que le régime national des autres pays est équivalent au nôtre, est suffisamment bon et donc ça peut nuire à la confiance. D'accord? De l'autre côté, si on met l'accent sur la protection nationale des données avec un régime très fort pour justement créer de la confiance au sein du marché, donc on protège les données, etc. Dans certains cas même, on force les données à être localisées sur le territoire. Ben, à ce moment-là, ça veut dire que les flux de données transfrontaliers ne circulent pas librement. D'accord? Et dans le fond, de l'autre côté, si on veut vraiment avoir des flux de données transfrontaliers, donc les flux qui traversent les frontières librement, et en même temps, on veut créer un régime de confiance de part et d'autre, partout, ben, on ne peut pas avoir des régimes de protection nationale. Ça nous prend, en fait, un régime plutôt soit bilatéral, soit régional, soit multilatéral. D'accord? Donc, international, où justement, les normes sont plus ou moins les mêmes pour y arriver. Donc, c'est dans ce contexte-là où il y a un trilemme pour, dans le fond, satisfaire, ces trois éléments ne peuvent pas être satisfaits en même temps, d'accord? À moins vraiment que les régimes nationaux soient les mêmes partout. Et à ce moment-là, on parle plutôt d'un régime international si les normes sont les mêmes, d'accord? Et surtout, comment on fait pour s'assurer que les normes soient les mêmes de part et d'autre, d'accord? Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. On a 1h30, donc bien sûr, vous pouvez garder vos questions, vos commentaires pour plus tard, mais s'il y a des questions sur des choses que je dis qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça me fera plaisir d'y répondre. D'accord? Donc, en termes de solutions au trilemme des données, dans le fond, qu'est-ce qui existe en ce moment qui gouverne les données au niveau à l'échelle internationale? Bon, là, j'ai pris, si vous voulez, les principaux éléments et vous avez en fait les quatre approches. Comme je disais, il y a l'approche unilatérale, l'approche bilatérale, régionale et multilatérale. D'accord? Donc, au niveau unilatéral, c'est ce que j'appelle l'approche adéquation, qui est le terme utilisé par l'Union européenne, qui est vraiment de dire, OK, moi, pays ou, disons, entité géographique, comme l'Union européenne ou juridique, je vais évaluer les normes mises en place par l'autre pays. D'accord? Donc, je vais vous donner l'exemple du Canada. L'Union européenne, en ce moment, considère le Canada comme étant adéquat. Pourquoi? Parce que l'Union européenne n'a pas revu, dans le fond, sa décision d'adéquation. Elle est basée sur une décision qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années, sinon plus. Mais en ce moment, l'Union européenne dit oui, les entreprises canadiennes peuvent transférer des données personnelles de l'Union européenne vers le Canada. D'accord? Par contre, l'Union européenne avait un accord numérique bilatéral avec les États-Unis, le Privacy Shield, qui, jusqu'à il y a quelques années, la Cour européenne de justice a dit non, cet accord-là ne satisfait pas les normes de l'Union européenne. Donc, il doit être annulé, il ne peut pas continuer d'être mis en œuvre. D'accord? Et depuis là, il y a des négociations qui ont lieu, mais de façon bilatérale. D'accord? Donc, ce n'est pas simplement l'Union européenne qui dit OK, vous, Canada, on vous accepte, c'est bon. Vous, les États-Unis, on ne vous accepte pas. Bien sûr, peut-être parce que c'est les États-Unis, il y a une négociation qui a lieu. La Chine, un peu la même chose. Donc, la Chine a ce qu'elle appelle la route de la soie numérique, the Digital Silk Road. D'accord? Bon, là, on pourrait peut-être discuter, est-ce que c'est vraiment unilatéral ou bilatéral? D'accord? Donc, souvent, vous connaissez tous le Belt and Road Initiative de la Chine, mais derrière ça, il y a la route de la soie numérique et souvent, la Chine, d'une certaine manière, impose ou offre, si vous voulez,
selon votre point de vue, aux pays, par exemple le Pakistan, des pays africains, etc., de dire, OK, hein, pourquoi vous n'adoptez pas notre mur de feu numérique, le Great Firewall, hein, le grand mur de feu, comme il l'appelle, pour en fait faire partie de notre régime, d'accord? Avec bien sûr nos technologies, avec l'accès aux services offerts par des entreprises chinoises, etc. Pour les autres, non. Hein, on limite l'accès, à moins que vous vouliez localiser vos données, etc., et dans le fond, offrir tous vos services à partir de la Chine. Donc, on sait que si vous allez en Chine, des services comme Google, Facebook et Twitter, etc., ne sont pas disponibles. D'accord? Bon, ça peut être disponible si vous avez un VPN, mais encore là, tout ça est contrôlé par le régime chinois. Donc, encore là, l'approche chinoise souvent est une approche d'adéquation, mais encore là, vous allez voir que la Chine, disons, joue sur plusieurs plans. D'accord? Donc, vous avez l'approche bilatérale, le Privacy Shield, qui est un accord purement numérique, dans le fond, sur la protection des données personnelles entre les États-Unis et l'Union européenne. Vous avez les États-Unis qui ont négocié un accord commercial, mais en même temps numérique. Dans le fond, ils ont pris leur chapitre numérique au sein de la CEUM et ils ont fait un accord spécifique avec le Japon. Donc, on peut parler d'un accord commercial. Il y en a d'autres qui diraient que c'est peut-être un accord numérique. Donc, on peut discuter là-dessus. Vous avez des accords numériques, hein, Digital Economy Partnership Agreement, donc qui est surtout, dans le fond, c'est la Nouvelle-Zélande qui a poussé cet accord-là. Le Canada est en train de faire une demande de participer. Vous avez le Digital Economy Agreement entre l'Australie et Singapour. Donc, encore là, le même type d'accord. Bon, les accords régionaux commerciaux, hein, la CEUM, le partenaire transpacifique, le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, au niveau de l'Asie de l'Est surtout, parce que l'Inde a décidé de ne pas en faire partie. Alors, dans ce cas-ci, hein, tout ça, on a intégré dans le fond un chapitre, soit qu'on appelle soit commerce électronique ou commerce numérique, à l'intérieur de ces accords commerciaux, hein, de ces accords de libre-échange, si vous voulez. Au niveau multilatéral, il y a des négociations à l'OMC pour un accord sur le commerce électronique, on l'appelle, et qui en fait est beaucoup basé sur les accords régionaux qui ont été négociés. Donc, on a tendance à retrouver les mêmes genres de textes, etc. Et vous avez une proposition auquel je vais revenir, cette idée de, comme je le disais, peut-être de créer au niveau international une zone de données unique avec la même réglementation. Donc, d'une certaine manière, reproduire peut-être ce qu'on voit au niveau financier, hein, où il y a des normes internationales, que ce soit avec le comité de Bâle, ou, je ne sais pas moi, l'International Accounting Standards Board, donc des trucs comme ça où hein, on a une organisation internationale qui est responsable ou un forum international qui est responsable de déterminer, dans le fond, quelles sont les normes, les règles que les pays doivent appliquer pour pouvoir, dans ce cas-ci, permettre justement la confiance d'un côté et bien sûr les flux de données, les données de circuler librement à l'intérieur de cette zone. D'accord? Donc, encore là, le parallèle, si vous voulez, avec la monnaie. Alors, mais bon, tout ça, c'est vraiment des propositions qui sont faites et j'y reviendrai. Donc, ça, c'est un peu, comme vous voyez, l'idée qu'il y a plusieurs solutions hein, qui existent et les pays, dans le fond, adoptent plusieurs de ces solutions en même temps. D'accord? Et on le verra tout à l'heure. Donc, le projet, voici les questions de recherche, dans le fond, que je me pose. C'est pourquoi il y a différentes approches ou solutions, si vous voulez, au trilemme des données pour le commerce numérique. Hein? Pourquoi, dans le fond, et relié à ça, les pays ont différents modèles de gouvernance, ce que j'appelle des régimes numériques, d'accord? Et les trois grands, comme on va le voir, hein, ce sont les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Et entre ça, ben, dans le fond, les autres pays se retrouvent un peu à l'intérieur de ces trois modèles.
est-ce qu'une solution, donc là, c'est peut-être une question un peu moins académique, plus en matière de politique publique, est-ce qu'il y a des solutions qui sont mieux que les autres pour résoudre le trilemme des données? Hein? Donc, comme vous allez voir, mon point de vue, la seule solution, c'est vraiment au niveau, ça prend un accord international. Donc, il faut aller au niveau international. Après ça, la question, c'est de dire, OK, est-ce que les accords de libre-échange sont cette solution? Si on a besoin d'un accord international avec des normes internationales, est-ce que les accords de libre-échange, comme on l'a vu, les accords commerciaux, sont la solution justement pour résoudre le trilemme? Et ça, je vais revenir. Est-ce possible, dans certains cas, de réconcilier certains régimes? Hein? Donc, pour résoudre le trilemme. Donc, d'un côté, si on dit, OK, ça nous prend un accord international ou ça prend une gouvernance internationale avec des normes internationales. Mais si on a différents régimes, est-ce qu'on est capable de trouver des normes qui vont satisfaire tous ces régimes en même temps? Donc, ça, c'est une autre question. Hein? Ce n'est pas évident. Hein? Est-ce qu'on peut trouver un accord qui va satisfaire les Chinois, les Américains, les Européens? Et, bon, bien sûr, après ça, on peut imaginer que les autres pays se rangeraient si on arrivait à satisfaire ces trois pays. Ou est-ce que c'est impossible? Dans le fond, d'avoir vraiment un accord où les règles sont les mêmes, elles sont mises en œuvre de façon appropriée, parce que, bon, on peut toujours faire des accords, mais si après ça, il y a des exceptions où on ne met pas en œuvre les règles, hein, c'est comme l'occupation à Ottawa, on peut bien dire aux gens qu'il faut partir et que leur occupation est illégale, mais si on ne fait rien, ils ne vont pas partir. Alors, c'est la même logique qui s'applique, bien sûr, comme on le sait, dans ce contexte-là. On peut avoir les meilleurs accords au monde, mais si on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre, ben à ce moment-là, c'est facile pour les pays de ne pas satisfaire les règles et les éléments de cet accord. Bon, alors, est-ce qu'on peut réconcilier ces régimes? Est-ce qu'il y a d'autres solutions à part que la solution actuelle? Hein? Donc, par exemple, justement, cette idée d'une zone de données unique avec une organisation internationale, par exemple, responsable de la normalisation, responsable avec même peut-être des moyens de sanction, par exemple. Hein? Est-ce que ça, c'est une solution? C'en est une possible? Est-ce que c'est la meilleure? Voilà. Et bien sûr, quels sont les obstacles? Et là, ça revient un peu à cette question de réconciliation des régimes où certains parlent, vous allez peut-être entendre le terme interopérabilité, qui est traduit de l'anglais. Hein, est-ce que les régimes sont interopérables d'un à l'autre? Hein, on pourrait d'une certaine manière aussi parler de reconnaissance mutuelle, si vous voulez, bien que c'est un terme qui est beaucoup utilisé en termes de il faudrait que les modèles soient interopérables, les solutions soient interopérables. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment possible et jusqu'à quel point? Donc, ça fait partie aussi des questions que je me pose dans le cadre de ce projet. Donc, il y a trois principaux régimes numériques. Comme je disais, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. D'accord? En termes de solutions, là, vous pouvez voir un peu l'approche en termes de ce que font les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Donc, les États-Unis ont signé l'ASEUM. Bon, ils avaient aussi signé l'accord maintenant global et progressif du partenaire transpacifique. Hein? Malgré qu'après ça, Trump a dit non, on n'en veut pas. Et là, il y a eu la renégociation de l'ALENA pour en faire l'ASEUM. Mais on a plus ou moins transposé ce qui était dans le partenaire transpacifique au sein de l'ASEUM. D'accord? Donc, le chapitre numérique de l'ASEUM est, dans le fond, la solution proposée par les États-Unis pour gouverner les données et le commerce numérique. Et en fait, les États-Unis se sont mis d'accord avec le Japon sous l'administration Trump pour négocier un accord spécifique sur le commerce numérique avec le Japon. D'accord? Donc, un accord préférentiel spécifique là-dessus. Ensuite, bon, l'Union européenne, son approche préconisée, c'est ce que j'appelle l'adéquation, donc une approche unilatérale. Si vous regardez les accords de libre-échange signés par l'Union européenne, incluant l'accord global sur le CETA, je perds le terme en français, entre le Canada et l'Union européenne, hein, le chapitre sur le commerce électronique est très limité, d'accord? Et on ne parle pas de données du tout, d'accord? Parce que, justement, l'Union européenne
a déterminé que le Canada était adéquat. Et là, bon, l'Union européenne attend que le Canada modernise sa loi pour dire qu'elle est adéquate. Mais il y a un risque qu'éventuellement l'Union européenne dise au Canada, bon, ben, si vous n'êtes pas capable de moderniser votre loi, nous, on va tout simplement arrêter de reconnaître votre régime, si vous voulez, numérique, et on va le considérer comme étant insuffisant. Et donc, on va dire, on va empêcher justement les entreprises de transférer des données personnelles de l'Union européenne vers le Canada. Donc, c'est vraiment l'approche préconisée. Il y avait le Privacy Shield que l'Union européenne avait négocié avec les États-Unis, mais qui, en ce moment, est caduque à cause justement d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et là, les États-Unis et l'Union européenne essaient de négocier un nouvel accord qui satisferait justement la décision de la Cour de justice. En même temps, les trois pays, comme vous voulez, hein, les États-Unis, l'Union européenne et aussi la Chine font partie des négociations à l'OMC. C'est un nouvel accord qui est beaucoup basé sur ce qu'on retrouve dans le partenariat transpacifique. Et là, du côté de la Chine, ce qui est intéressant, bon, vous avez l'approche unilatérale de la route de la soie. Vous avez l'approche régionale avec, bon, la Chine fait partie du RCEP, du Regional Comprehensive Economic Partnership, où il y a un chapitre sur le commerce numérique, je vais y revenir. Mais la Chine a aussi fait, dans le fond, a appliqué pour faire partie du partenariat transpacifique et aussi du Digital Economy Partnership Agreement. D'accord? Et là, bon, il y en a beaucoup qui se disent, oui, mais comment est-ce possible que la Chine, d'un côté, peut avoir un régime très strict, et en même temps vouloir participer autant au niveau régional que multilatéral. Bon, alors, on va y revenir. Mais ça fait partie un peu des questions, là, des casse-têtes que je me pose dans le cadre de ce projet. Bon. Donc, en termes d'approche, vous pouvez voir que les trois grands régimes utilisent l'approche unilatérale, sauf les États-Unis. L'approche bilatérale, les États-Unis et l'Union européenne. La Chine, c'est pas clair. Dans le fond, comme je vous disais, parfois, il y a peut-être un flou entre ce qui est unilatéral et bilatéral. Régional, multilatéral, certainement au niveau avec les négociations à l'OMC. Bon, il y en a qui vont dire oui, mais dans le fond, négocier à l'OMC, ça n'engage rien d'une certaine manière. Je veux dire, on peut participer aux négociations sans nécessairement dire que c'est ça la solution. Et bien sûr, il y a des éléments stratégiques à l'intérieur de tout ça, mais néanmoins, c'est pas comme dire, ben nous, on veut rien savoir que d'un accord multilatéral. Non, les trois grands régimes sont là et négocient, mais encore là, il faut voir qu'est-ce que ça peut donner. Si vous regardez les documents qui ont été, dans le fond, rendus publics, soit par l'OMC ou par d'autres, on peut voir qu'on voit les différentes approches entre la Chine, l'Union européenne et les États-Unis selon justement leur préférence. D'accord? Donc, ça, je vais revenir. Donc, en termes de trilemme, voici un peu ma compréhension de dire comment les trois régimes essaient sur quoi ils mettent l'emphase. D'accord? Parce que justement, il n'y a pas de solution internationale ou vraiment. Donc, la Chine, certainement, la protection nationale des données est hyper importante, le grand mur de feu qui vise à empêcher les données, les services d'entrer et de sortir. Mais en même temps, la Chine veut satisfaire les flux de données d'une certaine manière, mais dans le fond, à ses conditions. D'accord? Et dans le fond, l'intérêt pour la Chine est beaucoup moins la confiance d'une certaine manière. Pour ce qui est de l'Union européenne, c'est la protection nationale des données qui est primordiale dans un but vraiment de créer la confiance. Et dans le fond, la solution, c'est de dire, OK, nous, on va permettre seulement aux autres pays qui satisfont nos normes de faire affaire avec nous. Et dans le fond, la Chine fait un peu la même logique, mais dans un contexte différent. Alors que les États-Unis, eux,
La protection nationale des données, non. L'accent est vraiment mis sur les flux de données transfrontaliers, mais dans une optique où la confiance est là parce que justement, on fait confiance au marché. C'est surtout les grandes entreprises américaines qui, dans le fond, c'est pour les appuyer, que ce soit Facebook, Google, Apple, Microsoft, etc., les fameux GAFAM. Les fameuses GAFAM, donc de permettre à ces entreprises-là de faire affaire partout dans le monde à partir des États-Unis, d'accord? Donc, dans le fond, j'ai essayé de voir comment les trois régimes essayaient où est-ce qu'elles se positionnaient sur ce trilemme, d'accord? Donc, les trois régimes, hein, le régime chinois met l'emphase, dans le fond, en termes de préférence, si vous voulez, c'est l'État qui prime. Hein, donc, personne ne va être surpris par ça. On sait que le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois favorisent la stabilité politique interne du pays. Hein, on se sert beaucoup justement de la technologie, de la surveillance pour atteindre cette stabilité qui, bon, ultimement, c'est pour permettre au Parti communiste de rester au pouvoir. Alors, il faut contrôler, dans le fond, tout le système numérique, les données, etc. Et en même temps, de dire, OK, si vous voulez pouvoir faire affaire en Chine, hein, et vous devez venir vous installer sur le territoire, vous devez respecter nos règles, etc. Sinon, oubliez ça. Dans le même temps, au niveau des préférences, on peut penser aussi qu'en deuxième lieu, un système comme celui-là permet aussi l'émergence de grandes entreprises. Hein? Donc, autant on parle des GAFAM du côté de l'Occident, et notamment du côté américain, autant en Chine, vous avez les équivalents, que ce soit les Tencent, les Alibaba, Baidu, etc., vous avez, dans le fond, des grands groupes, des grandes entreprises de technologie, de numérique, etc., en Chine, qui ont réussi à se développer, on peut penser, en raison de la protection du régime chinois. Donc, il y a un aspect de politique industrielle. Même si, bon, depuis quelque temps, là, on sait que la Chine semble avoir, disons, un peu essayé de ramener ses entreprises sous sa gouverne, sous son contrôle. Bon, en disant que c'est une question de concurrence, mais est-ce que c'est pour des raisons politiques? Ça, c'est encore pas tout à fait clair. Mais néanmoins, là, il y a comme des tensions entre l'État et les grandes entreprises technologiques de la Chine. Mais d'une certaine manière, ça a permis à tout un environnement numérique de se développer à l'intérieur de l'économie chinoise et avec, bon, des satellites qui viennent s'y joindre. Et là-dessus, l'individu, le consommateur, n'est pas la priorité. D'accord? Ça vient comme en troisième. Aux États-Unis, l'entreprise, c'est la priorité. Hein? C'est la priorité numéro un pour certainement le gouvernement fédéral, où justement, on veut permettre aux entreprises américaines de pouvoir faire affaire partout dans le monde et de s'assurer que justement, elles peuvent offrir leurs services et circuler, bien sûr, les données qui sous-tendent ou qui sont sous-jacentes à ces services. D'accord? Ensuite, j'ai mis l'État en deuxième avant le consommateur parce qu'il y a toute la question de la cybersécurité, d'accord, pour les États-Unis qui est hyper importante. Donc, les Américains, bien sûr, jouent beaucoup de ce côté-là, essaient en termes de surveillance, on critique souvent la Chine, mais les Américains ont aussi des processus de surveillance, etc., qui sont quand même très élaborés. Et d'ailleurs, un des problèmes au niveau du Privacy Shield avec l'Union européenne, c'est toute cette question de la surveillance américaine, de la cybersurveillance, cybersécurité, ce que font les Américains, l'invasion de la vie privée, etc. Donc, pour les Américains, l'individu, le consommateur, oui, le consommateur est important dans le sens où on favorise la concurrence et les entreprises américaines. Donc, on dit que c'est bon pour les consommateurs, les services gratuits, etc. Il y en a d'autres en ce moment, on le voit,
On critique beaucoup ce modèle monopolistique d'une certaine manière ou oligopolistique qui peut-être justement n'est pas si bon pour les consommateurs. Mais certainement aux États-Unis jusqu'à maintenant, l'emphase, le consommateur arrive en dernier. Au niveau de l'Union européenne, le consommateur, l'individu a primauté. Donc, on veut vraiment protéger la vie privée, on veut protéger les consommateurs, on veut protéger même la concurrence, on veut encourager la concurrence, encore là, dans le but de favoriser les consommateurs. D'accord? De l'autre côté, on peut penser aussi que cette approche de l'Union européenne, qui est vraiment nettement en avant sur d'autres pays en termes de réglementation du marché ou des marchés numériques, il y a peut-être aussi une façon de promouvoir des entreprises européennes. Dans le fond, pour mettre un peu des bâtons dans les roues des GAFAM qui font affaire en Europe, moins beaucoup les entreprises chinoises, mais certainement les grandes entreprises américaines pour dire, écoutez, oui, vous voulez faire affaire chez nous, mais on a des règles très strictes, etc. D'accord? Et il y a bien sûr aussi, d'une certaine manière, l'idée de l'effet de Bruxelles, dont sûrement vous avez entendu parler, cette idée d'internationaliser les règles européennes. Dans le fond, les standards, les règles, les normes européennes au niveau international, justement, cette idée d'adéquation, c'est de dire, écoutez, vous voulez, vous, les entreprises, disons, canadiennes, vous voulez pouvoir ramener des données de résidents européens, peut-être vos employés, etc., pour les analyser, pour les traiter, il faut satisfaire nos normes. Donc, ça met de la pression, justement, disons, sur le gouvernement canadien pour adopter un régime légal très semblable à celui de l'Union européenne. D'accord? Donc, dans le fond, c'est un peu la façon que l'Union européenne joue. Oui, la primauté au consommateur, mais en même temps, ça permet peut-être justement l'émergence d'entreprises européennes et une certain protectionnisme peut-être face aux entreprises d'ailleurs, notamment les entreprises américaines. Dans ce contexte-là, l'État, la cybersécurité, disons, arrive en troisième. D'après ce que je peux voir, là, les observations, c'est beaucoup moins une priorité pour les pays membres de l'Union européenne et certainement au niveau de l'Union européenne qui est beaucoup plus faible de ce côté-là. D'accord? Donc, une des questions que j'ai, c'est est-ce que les allées, dans le fond, sont la solution au trilemme des données? Trop. Dans le sens où de dire si ça prend une gouvernance au niveau international, est-ce que la négociation, par exemple, d'un accord sur le commerce électronique à l'OMC est la solution? D'accord? Bon, j'ai déjà fait quand même pas mal de travail là-dessus, d'analyser les chapitres numériques commerce électronique de la CEUM, du RCEP, du partenariat transpacifique. La conclusion à laquelle j'en arrive, c'est que la réponse est non. D'accord? Et la raison, c'est que, dans le fond, tous ces chapitres, et incluant ce qui est en train de se négocier à l'OMC, ont des exceptions sur la localisation des données, parce que dans le fond, qu'est-ce que font les chapitres sur le commerce numérique dans les accords de libre-échange? C'est de dire, OK, il faut permettre les flux de traverser les frontières, donc la libre circulation des données, mais il faut mettre en place, oui, des régimes, etc., mais on ne dit pas lesquels, on ne dit pas quelles normes il faut mettre en place, donc il y a un flou de ce côté-là. Donc, on se retrouve un peu dans une condition, un contexte de règles nationales qui pourra entraver la confiance. Et de l'autre côté, on dit aussi, vous pouvez toujours imposer des mesures protectionnistes, comme la localisation des données, comme l'objectif de mettre les serveurs, etc., de s'assurer que tout ça se retrouve sur le territoire et non pas venant d'un autre pays membre. Si vous avez un objectif de politique publique, d'accord, si vous poursuivez un objectif de politique publique, le problème, c'est que ces objectifs-là ou cet objectif-là n'est pas vraiment défini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vraiment un objectif? Qu'est-ce qui est acceptable? On peut penser que si un pays dit c'est pour protéger la sécurité nationale du pays, OK, anything goes. Rien ne va plus, on peut y aller, dans le fond. Et
après ça, c'est de dire, OK, mais qui va décider? Qu'est-ce qui est légitime? Qu'est-ce qui n'est pas légitime? D'accord? Bon, jusqu'à maintenant, au niveau de l'ASEUM, au niveau du partenaire transpacifique, c'est un panel d'arbitres qui déciderait qu'est-ce qui est légitime en termes de est-ce que si vous dites oui, moi je poursuis tel objectif et c'est pleinement légitime, donc je peux imposer, je peux adopter des mesures protectionnistes qui empêchent la libre circulation des données, par exemple. Bon, sauf que là, vous avez ultimement un panel d'arbitres de 3 personnes, bon, oui, choisis par, disons, 2 pays, qui va décider qu'est-ce qui est acceptable. Donc, par exemple, si un pays dit « Ah non, moi, je le fais pour un objectif de sécurité nationale, pour protéger mon économie, mes infrastructures stratégiques, la population, etc. » Et là, est-ce que c'est vraiment un panel d'arbitres qui va décider tout ça? Un, c'est pas très démocratique. 2, on peut douter que des pays voudraient même aller dans ce contexte-là et que parce que justement, on ne veut pas que ça crée nécessairement un précédent. Donc, probablement qu'on laisserait faire. Alors, à ce moment-là, les articles dans ces chapitres qui visent à favoriser la protection des données seraient plus ou moins caducs. Hein? Dans le fond, on dit oui, on les permet, mais en même temps, on permet les exceptions. D'accord? Le RCEP va même plus loin. Dans le cas du RCEP, et on peut penser que c'est peut-être les Chinois qui ont beaucoup poussé pour ça, mais encore là, il y a peut-être d'autres pays aussi à l'intérieur de l'accord qui disent non, c'est le pays lui-même qui va juger ce qui est un objectif de politique publique légitime. Encore là, si c'est chaque pays qui détermine ce qui est légitime, c'est complètement inutile. D'accord? Alors, dans un contexte comme celui-là, ces accords-là ne disent pas quelles sont les normes. Hein? On dit simplement qu'il faut adopter des normes, on donne des exemples, peut-être utiliser ce qui se fait à l'OMC, peut-être utiliser ce qui se fait au niveau de l'Asie-Pacifique, de l'accord de coopération sur l'Asie-Pacifique, etc. Mais rien. Et encore là, c'est pas clair d'une certaine façon. Est-ce que c'est dynamique? On sait que l'économie numérique évolue très rapidement. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle et données reliées à ça. Ça change très rapidement. Est-ce que c'est pas dans le cadre de ces accords-là où ces normes vont être mises à jour et on va arriver à justement une situation où on vient résoudre le trilemme, où on a des normes internationales qui permettent des flux de données dans un contexte de confiance. D'accord? Donc, selon moi, les accords de libre-échange ou les accords commerciaux ne sont pas la solution au trilemme des données. Donc, ça, c'est la partie peut-être un peu moins académique, plus, je dirais, de recommandations de politique publique. Donc, la solution, en ce qui me concerne, il y en a 2. Soit qu'il y a une approche, dans le fond, unilatérale, c'est-à-dire que tout le monde adopte les règles de l'Union européenne, disons. D'accord? Donc, l'Union européenne réussit tranquillement à dire, écoutez, vous, Facebook, Google, Alibaba, etc., vous voulez faire affaire avec notre marché, marché peut-être un des plus importants au monde, vous devez adopter nos normes. Et là, tranquillement, Facebook dit, les Américains, eux, n'ont pas de normes, alors pourquoi on n'adopte pas les normes de l'Union européenne et, dans le fond, on les utilise partout? D'accord? Et d'autres pays disent, ah oui, mais non, nous, on a des plus petites entreprises, OK, on va aussi satisfaire les normes de l'Union européenne. Donc, tranquillement, l'effet de Bruxelles devient un peu la norme internationale. D'accord? Sans nécessairement qu'il y ait un accord international. Donc, ça pourrait être une approche. Le problème, c'est qu'on peut penser que les Américains, d'autres vont dire, mais pourquoi c'est les Européens qui décideraient des normes internationales? La Chine pourrait dire la même chose. Pourquoi ce serait eux qui décideraient, dans le fond, de l'approche? Donc, on peut penser qu'une telle approche, ultimement, peut-être pourrait fonctionner avec des plus petits pays, mais pourrait beaucoup plus difficilement fonctionner avec les autres régimes comme le régime des États-Unis et la Chine. Bon. Donc, la solution, selon moi, c'est de dire, est-ce qu'on peut arriver, certainement avec les pays, disons, démocratiques, de libre marché, etc., dans le fond, d'adopter un régime international. C'est pas clair que les Chinois pourraient faire partie de ce régime, certainement pas à court, moyen terme, on en doute. Les Chinois disent, oui, nous, on veut bien que les données circulent, mais en autant que vous respectiez notre régime, d'accord? Et qu'on ait le contrôle et qu'on puisse avoir accès à ces données-là.
D'accord? Donc, on peut douter que ça soit le cas. Mais pour les États-Unis et l'Union européenne, est-ce qu'il y aurait moyen de trouver une solution, des normes qui satisfont un peu tout le monde, comme on le fait dans le domaine de la finance, d'accord? Et c'est cette idée donc moi, j'ai cette idée d'une zone de données uniques, si on peut dire. On parle de zone monétaire unique, on peut parler de zone de données unique, où justement les normes sont les mêmes, elles sont des normes de haute qualité qui justement mettent l'accent sur la confiance. Et si des pays justement ne respectent pas ces normes, il y a des moyens de sanction, notamment de dire, OK, vous êtes exclu de la zone tant que vous n'avez pas réglé le problème, etc. Et avec la création peut-être d'un conseil international des normes de données, quelque chose du genre, à ce moment-là, on pourrait y arriver. Est-ce que il y en a qui vont me dire, c'est absolument utopique, on n'y arrivera pas. De l'autre côté, par contre, est-ce que une fragmentation possible, est-ce que le fait que, justement, à un certain moment donné, tout ça va peut-être avoir beaucoup plus une entrave au commerce, déjà ça commence, ça pourrait être encore plus le cas au fur et à mesure que des pays comme le Canada et d'autres mettent à jour leur régime de protection des données. Et là, est-ce qu'on se retrouve justement avec une fragmentation du système de commerce numérique? Et si on arrive là, est-ce que les entreprises vont dire, hey, wow, attention, là, il faudrait peut-être avoir une solution parce que sinon, chaque pays s'en va dans différentes directions et ça vient nuire au commerce international. Donc, est-ce que, dans le fond, la pression du marché, ultimement, s'il y a une fragmentation, qui semble être la tendance actuelle, est-ce qu'elle amènerait justement les pays à collaborer? Donc, dans le fond, vous pouvez voir là, une approche peut-être beaucoup plus libérale d'une certaine manière ou institutionnaliste libérale comme telle. Ça, c'est encore là la grande question avec laquelle je vous laisse en ce moment. Donc, voilà, je vous remercie et au plaisir de recevoir vos commentaires et questions. Oui. Alors, moi, j'ai des travaux dans ma maison, comme vous entendez. Alors, ça va être difficile pour moi de poser des questions, mais est-ce que quelqu'un a une question à poser à Patrick? Ou sinon, je vais poser. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a une drill qui est partie. Ah, ben, Michel, vas-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Patrick. C'était bien intéressant de t'entendre ce matin. Puis, ça aurait été le fun de se voir en présentiel, mais bon, ce sera pour une autre fois. On va te réinviter. En plus, il y avait la bord des neiges qui aurait encore plus compliqué ton déplacement. Donc, peut-être que c'était bon qu'on l'ait fait sur Zoom. Écoute, c'est super intéressant. Puis, c'est le fun parce que moi, je travaille sur présentement aussi un projet sur la régulation du numérique et notamment de la gouvernance d'Internet plus largement. Puis, donc, je t'écoutais, ça me fait vraiment beaucoup réfléchir. D'ailleurs, tu vois, la première question, c'est peut-être une question un peu banale, là, mais en fait, pas si banale que ça, dans le fond. Quand tu parles de la confiance, tu parles de la confiance de qui et pourquoi? Donc, ça, j'aimerais ça que tu élabores là-dessus. Parce que, comme tu le sais, les organisations de Bretton Woods ont été créées pour faire une certaine stabilisation du système monétaire à l'après-guerre, mais en 70, on a changé le cap. Donc, dans le fond, on n'essayait plus nécessairement de protéger, de stabiliser pour... Puis même d'ailleurs, la stabilisation a complètement sauté. Donc, dans le fond, je trouve que c'est ça qui est le modèle de confiance, c'est important à définir. Donc, et ça, c'est pour ça que je pose la question, confiance pour qui, pourquoi, par rapport à quel risque, par rapport à... Bon. Et là, l'autre question que je vais te poser, bien, elle est plus, puis ça, c'est parce que, tu sais, dans le fond, ce que je trouve qui est intéressant dans ton travail là, de recherche, c'est que tu ne vas pas juste comme mettre à plat qu'est-ce qui se passe, les tendances, mais tu te poses des questions sur c'est quoi le modèle à adopter. Puis moi, je réfléchis aussi beaucoup à ça, puis je me disais, tu sais, c'est comme l'approche, on aurait pu dire, mais la plupart des États n'ont pas fait ça. Ça aurait été de transposer dans l'univers numérique tout ce qui existe dans l'univers. C'est comme si on a voulu faire tabula rasa pour toutes sortes de raisons qu'on peut expliquer. Mais là, au fur et à mesure qu'on a fait tabula rasa, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut remettre. Puis si on peut dire, est-ce qu'on pourrait penser, parce que si tu dis que c'est utopique, là, ce dont tu as parlé, le conseil, ce n'est pas utopique s'il y avait de grandes réunions internationales qui poseraient cette question-là, c'est-à-dire, OK, là, on a tabula rasa, puis tout le monde va chacun dans cette direction,
Mais comment on ne pourrait pas avoir un grand bargain international, c'est-à-dire sur le numérique, sur ce qui est… Puis, la réflexion m'amène aussi à mentionner un dernier point, c'est que si tu regardes les États-Unis, en fait, il faut adopter une approche dynamique parce que présentement, les États-Unis sont en train de tourner le dos à leur approche laisser-faire. Eux-mêmes vont rentrer dans la régulation. Donc, moi, c'est ça que je suis présentement, c'est-à-dire comment les États-Unis vont changer parce qu'ils regardent ce qui s'en vient avec le commerce électronique, avec la concentration dans ce domaine avec les GAFAM. Donc, il y a des grosses questions vraiment sur la gouvernance d'Internet, la concentration économique, la redistribution, la monétisation du contenu, etc., tout autant que la protection des données, là, tu vois. Alors, je te laisserai là-dessus avec trois petites remarques. Écoute, merci Michel, d'excellents commentaires, questions. Dans le fond, effectivement, c'est ça, la question du modèle à adopter. Bon, on peut l'imaginer en théorie, hein, et certainement ce que je propose, c'est sur la base, dans le fond, de ce qu'on connaît justement en économie politique internationale, en relations internationales. Donc, c'est rien de nouveau d'une certaine manière. Sans nécessairement dire, OK, il faut, dans le fond, même je parle d'adapter ce qu'on a fait au niveau monétaire. Les Américains, je vais arriver à la question de la confiance parce que c'est la plus difficile selon moi. Les Américains, oui, il y a beaucoup de pression en ce moment, on le voit, notamment chez les démocrates, pour changer de modèle, laisser faire. Bon, sous l'administration Trump, on l'a vu au niveau du commerce international en général, beaucoup moins au niveau de l'approche en matière de commerce numérique. Au contraire, on a continué de mettre l'avant un peu le même modèle qui existait sous Obama, qui était dans le fond ce qui s'est retrouvé dans le partenariat transpacifique. Hein, pour ceux qui ont suivi un peu ça, hein, dans le fond, l'administration Trump a tout simplement transposé ce qui était dans le partenariat transpacifique au sein de la CEUM et en adoptant des mesures additionnelles justement pour renforcer la libre circulation des données et des services, dans le fond, et de dire, voici, hein, vous allez adopter beaucoup plus le modèle américain. Alors, de ce côté-là, il y a encore moins d'exceptions qui existent dans le contexte de la CEUM. Est-ce que les Américains vont arriver à faire ce switch, hein, ce changement? Ça reste à voir. Hein. Disons que oui, la pression est là, mais est-ce que, par exemple, au Congrès, on va s'entendre pour mettre en place tout ça? C'est pas évident. Il y a plusieurs personnes qui disent que s'il y a un accord, s'il y a un genre de loi fédérale sur la protection des données, par exemple, des données personnelles, ça ne se fera certainement pas avant 2024. Donc, après et probablement avec une nouvelle administration démocrate. Mais bon, avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est très difficile à dire. Mais ça fait partie quand on veut analyser un peu ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. C'est ça. Est-ce que si les Américains, vraiment le changement dont Michel, dont tu parles, va vers l'Europe, peut-être que justement, à ce moment-là, ce changement-là permettrait d'avoir un accord international du type que je propose, cette idée-là. Sinon, peut-être pas. La confiance, je dirais, dans ma réflexion, c'est la partie la moins réfléchie, malheureusement. Qu'est-ce qui est, dans le fond, quels sont les éléments? Bon, on peut penser qu'au niveau des personnes, c'est l'intégrité de leurs données, c'est la protection de la vie privée. Donc, c'est empêcher, bon, dans le contexte des algorithmes, est-ce qu'on utilise bien les données? Est-ce qu'il y a de la discrimination? Bon, la protection des consommateurs. Bon, tout ça fait partie de la confiance. Il y en a qui vont me dire, oui, mais regardez, en ce moment, on sait que Facebook, etc., ou Meta, maintenant, dans le fond, ils font ce qu'ils veulent avec nos données. Hein, en termes vraiment de protection de la vie privée, c'est pas clair. Donc, mais néanmoins, les gens continuent. Donc, d'un côté, les sondages nous disent que les gens sont préoccupés par la protection des données, par la protection de la vie privée, ces choses-là. Mais de l'autre côté, ils continuent d'utiliser ces services. Bon. Est-ce que c'est temporaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'éventuellement, si on offre
il y a des entreprises où il y a des modèles qui sont plus sécuritaires d'une certaine manière. Est-ce que les gens vont migrer vers ces modèles-là? Ça reste, donc, ça, et pour justement parce que, jusqu'à quel point la confiance va s'effriter? Hein? D'une certaine manière, l'économie numérique telle qu'on la connaît, c'est quand même assez nouveau. Il ne faut pas oublier que Facebook n'existait pas il y a 15 ans. Tout ça, on est encore vraiment en début de ces marchés-là, de l'utilisation des données. Bon, alors, est-ce que la question de confiance est quelque chose on sait que ça préoccupe les gens, mais jusqu'à quel point ça va déterminer leur comportement? C'est une partie qui n'est pas claire selon moi, mais on sait qu'en général, si les gens n'ont pas confiance dans une entreprise, dans un marché, dans un produit, dans un service, non, ils ne vont pas l'acheter. D'accord? Ils ne vont pas le consommer. Ils vont chercher quelque chose d'autre. Donc, si on transpose cette idée générale-là au commerce numérique, hein, à l'utilisation des données, on peut penser que, bon, en ce moment, il n'y a peut-être pas beaucoup d'alternatives à Facebook, à d'autres, mais si justement du niveau de la concurrence, ça amène à plus de concurrence, peut-être qu'effectivement, il y en a qui vont migrer. De plus en plus, les gens disent, OK, ben moi, je ne veux plus faire affaire avec Facebook. D'accord? Alors, de ce côté-là, il y en a qui disent, je ne veux plus faire affaire avec Google. Donc, ils utilisent d'autres, par exemple, d'autres moteurs de recherche, etc. Bon, alors, il y a toute cette question-là qui est au niveau de la confiance. Au niveau des entreprises aussi, hein, est-ce que jusqu'à quel point leurs données d'entreprise sont bien protégées? Ça aussi, hein, parce que les entreprises partagent les données tout le temps avec leurs clients, avec leurs fournisseurs. Est-ce que ces données-là, qui souvent sont des données privilégiées d'une certaine manière, hein, qui permettent justement le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, logistique, etc., est-ce que ces données-là sont bien protégées? Est-ce qu'il y a des dangers? Certainement, lorsque ça traverse les frontières. Bon. Encore là, pour les entreprises, selon moi, il y a un élément de confiance qui est important. Et bien sûr, pour les gouvernements, en matière de sécurité nationale, etc., est-ce que, on sait que la cybersécurité, tout le monde parle de la cybersécurité. Encore là, comment ça joue par rapport aux individus, par rapport aux entreprises. Bon, prenez un exemple quand même qui est assez particulier, mais vous avez, bon, Grindr, hein, qui est un site de rencontre pour les homosexuels. Et ça a été acheté par une entreprise chinoise il y a quelques années. Et de ce côté-là, les Américains, dans le fond, se sont rendus compte qu'il y avait un danger pour la sécurité nationale parce que s'il y avait, par exemple, des individus qui travaillent pour la défense nationale, pour la CIA, le FBI, tout ça, hein, donc dans le domaine de la sécurité, qui allaient sur ces sites, est-ce que le gouvernement chinois pourrait, dans le fond, identifier ces personnes? Et dans certains cas, c'est des personnes qui ne se sont pas déclarées dans le public comme étant homosexuelles. Et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir du chantage, par exemple? Est-ce que le gouvernement chinois pourrait les faire chanter en disant, si vous voulez pas que, disons, les gens apprennent ce que vous faites en cachette, donnez-nous de l'information, dans le fond, top secret, hein? Et qui pourrait déstabiliser potentiellement la sécurité nationale américaine. Donc, hein, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont forcé les propriétaires Grindr à vendre Grindr. Donc, vous allez me dire, est-ce que c'est la meilleure solution? Ça, c'est peut-être pas clair, mais encore là, l'accès aux données personnelles, hein, est devenu un enjeu de sécurité nationale, par exemple. Dans le cas au Canada, rappelez-vous, l'entreprise Aecon, entreprise de construction qui est en train de construire, responsable du projet du pont Gordie Howe entre le nouveau pont entre Windsor et Détroit. Aecon, à un certain moment donné, il y a une entreprise chinoise qui a fait une offre d'achat pour acquérir l'entreprise. À la fin, le gouvernement canadien a dit non, encore là pour des raisons de sécurité nationale, parce que justement, la crainte que l'entreprise chinoise ait éventuellement accès à des données sur des infrastructures critiques, que ce soit un pont. Ils avaient aussi, Aecon avait été responsable pour la construction
d'une centrale nucléaire en Ontario, j'oublie laquelle. Donc là, tout à coup, c'est de dire, OK, est-ce que cette entreprise-là a accès à des données et est-ce qu'elle remettrait ces données, par exemple, au gouvernement chinois qui pourrait lui demander? Hein? Donc, c'est là où on voit toute la question des données qui joue aussi en matière de sécurité nationale. D'accord? Alors, selon moi, plus on avance de ce côté-là, plus les questions de confiance, plus on apprend, parce qu'encore là, il y a un apprentissage qui doit se faire au niveau du public. Ce n'est pas tout le monde qui est conscient de ce que fait Facebook avec les données, ce que peut faire le gouvernement chinois, ce que font certaines entreprises, etc. D'accord? Donc, ça, je pense qu'il y a un apprentissage qui se fait tranquillement et c'est peut-être pour ça que l'aspect confiance est moins au cœur des discussions. Mais selon moi, il y a des pressions énormes sur les gouvernements. On le voit au Canada. On dit il faut mieux réglementer les GAFAM, il faut mieux protéger la vie privée, il faut moderniser nos lois. Mais là, si tout le monde modernise ses lois, mais le fait, chacun à sa façon, d'une certaine manière, et ils disent non, là, il faut localiser les données. Ah non, on ne peut pas permettre tel type de données d'être transférées. Ou d'autres dire non, ça, c'est possible. Et là, est-ce qu'il va y avoir en plus un décalage entre les engagements au niveau des accords commerciaux, des accords de libre-échange, et de l'autre côté, la réglementation nationale? Et là, qui va décider tout ça? Et selon moi, on risque de se retrouver dans une situation où les entreprises ne sauront plus quoi faire. Et encore là, le problème, c'est oui, les grandes entreprises vont être capables de se payer les avocats, les consultants, etc., et les systèmes pour essayer de faire face à tout ça. Mais les PME, elles, comment elles vont être capables de naviguer dans un système hyper fragmenté avec des règles différentes? Et c'est là où je me dis, peut-être justement, c'est cette pression de la part des agents économiques qui éventuellement va amener peut-être un accord au niveau international. Bon, est-ce que c'est un vœu pieux? Ça, c'est pas clair. Je ne sais pas, Michel, si j'ai répondu à ta question, mais voilà, dans le fond, là où se trouve ma pensée. Je vois qu'Éric a une question. Oui, c'est ça. Merci, Patrick. Vas-y, Éric. Oui, merci beaucoup, Patrick. Moi, ça a été vraiment très instructif. Hein. C'est un aspect de l'économie politique internationale là, que je connais plus ou moins. Là. Donc, ce côté-là, ça a été vraiment très, très, très instructif. Je trouve que c'est une recherche qui est très originale. Je dirais, moi, je m'intéresse là, plus particulièrement là, aux grandes, je dirais, questions géostratégiques. Là, mes collègues en économie vont parler de géoéconomie et ça m'amène à réfléchir un peu là, aux solutions que tu proposes. Puis je ferais peut-être faire peut-être des. Je n'appellerais pas ça des critiques. Est-ce que ça, c'est des critiques, je dirais qu'elles sont définitivement, là, je les veux constructives. Je dirais qu'au point de vue théorique, je pense au point de vue du cadre théorique, peut-être un angle là, vers lequel tu pourrais aller, puis ça me semble bien cadré, là, si vous avez quelque chose, c'est vraiment au niveau de la théorie des contrats incomplets. Parce que je ne pense pas que, je pense que tu vas être d'accord avec moi, là, que l'idée d'en arriver à un grand accord, là, un grand marchandage, un grand bargain, là, finalement, kumbaya, puis on s'entend tous, là, je pense que c'est vraiment très peu probable. Donc, au mieux, on peut s'attendre à des accords qui vont être imparfaits, qui vont incomplets et qui vont pouvoir progresser, peut-être. Je pense qu'il faut voir là, au mieux dans le moyen terme. Donc, comment ça peut se faire? Bien, un aspect que tu n'as pas nécessairement beaucoup abordé, je ne suis pas certain que c'est une bonne solution, c'est à travers là, des accords plurilatéraux. Où là, hein, on lance quelque chose et là, on peut se joindre, que ce soit à travers l'OMC ou je pense que ça s'appelait ça l'ISDB, là, je connaissais un petit peu moins. Mais là, ma crainte, c'est qu'on se retrouve sur deux voies. Sur deux voies, qu'il y ait deux types d'accords plurilatéraux, puis là, qui vont être en compétition, puis là, et je crains que
ça va sur deux voies-là. On risque d'aller sur une voie américaine puis une voie européenne qui vont se diviser beaucoup plus. Fait que ça ne serait pas, à mon avis, une voie privilégiée. Donc, moi, je pense que au mieux, là, je vais peut-être me montrer un petit peu pessimiste là-dessus, au mieux. Et là, si je vois ça, là, encore une fois, là, de façon un peu plus globale, et si j'avais peut-être une certaine critique que je veux définitivement constructive, c'est que de sortir de cette ornière là, purement là, numérique, mais penser beaucoup plus aux liens entre enjeux. Je pense que s'il y a une certaine voie qui peut s'effectuer, ça prend vraiment une conciliation transatlantique. Il faut que les Américains et les Européens parviennent à contrebalancer la montée en puissance de la Chine. Et évidemment, ça amène la question du découplage. Un certain découplage, mais on le voit déjà là, avec les Five Eyes, on sait que ça s'en va par là. Puis moi, ce que je vois peut-être comme une voie de sortie, ça prend vraiment, là, il faut relancer les négociations transatlantiques entre les Américains et les Européens. Et sur cet enjeu précis-là, bien évidemment, là, il va y avoir du give and take. Mais sur cet enjeu-là, je pense que c'est les Américains qui vont devoir céder au modèle européen, quitte à gagner sur d'autres enjeux pour vraiment venir là, réussir finalement à faire front commun face à la Chine. Bien, évidemment, il y a un certain risque. Évidemment, hein, la Chine, puis ils vont continuer à travers la route de la foi, développer des partenaires. C'est un marché qui est très, très, très important. Mais je vois tout au moins là, à moyen terme, la façon dont les choses vont, on s'en va de plus en plus vers un découplage. Il faut absolument que les Américains et les Européens il y ait une voie commune, non seulement sur l'enjeu du numérique, mais sur un ensemble d'enjeux. Moi, comme voie de sortie, je verrais ça de cette façon-là. Et c'est pourquoi, je dirais, là, peut-être dans le prolongement de ta recherche, là, je te conseillerais de prendre un certain recul et ne pas regarder simplement cet enjeu-là, mais comment ça peut être lié à cet aspect-là de géoéconomie ou géopolitique mondiale. Merci, Éric, pour tes commentaires qui sont très, très justes. En fait, tu es l'idée d'une zone, si tu veux, de données uniques, là, ou une zone numérique unique, si on veut l'appeler comme ça. C'est certain que, oui, c'est une approche qui est beaucoup plus plurilatérale que multilatérale. Je n'ai pas mis une colonne plurilatérale. Dans le fond, j'ai comme regroupé multilatéral et plurilatéral dans ma présentation, mais certainement, ce qui est, oui, je disais, c'est peut-être utopique, mais ce qui est le plus faisable, ça serait justement un accord, pas nécessairement purement transatlantique, mais à la base transatlantique. Donc, il faut que les Américains et les Européens fassent partie, trouvent une façon de s'entendre pour avoir des normes similaires. Est-ce que ça veut dire d'aller vers les normes européennes? Probablement. Est-ce que ça revient un peu à ce que Michel disait en disant qu'on voit un changement de cap assez important en ce moment aux États-Unis, certainement sous l'administration Biden, et disons des préférences très fortes pour un genre de réglementation du genre de l'Union européenne. Donc, selon moi, c'est la condition sine qua non si on veut arriver là. Ce n'est pas le Canada qui va faire des accords avec l'Argentine et peut-être avec le Japon ou quoi que ce soit. À la base, il faut que ce soit les États-Unis et l'Europe qui s'entendent pour dire, OK, nous, on va faire ça ensemble, mais on va amener d'autres pays, hein, que ce soit le Canada, le Japon, la Corée, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, à faire partie de ça, un peu comme ça s'est fait dans le contexte financier et monétaire. D'accord? Hein? C'était aussi très plurilatéral, encore plus restreint, hein, avec le fameux G10, etc. Bon, là, ça a été, depuis la crise financière mondiale, on a intégré d'autres pays, mais à la base, c'est encore les pays les plus importants.
c'est clair, selon moi, que si on veut créer ce genre de zone-là, les Chinois vont pas en faire partie, ne peuvent pas en faire partie. Sinon, on revient au modèle où chacun fait ce qu'il veut. Oui, on a des grands principes, mais à la fin, en pratique, chacun fait ce qu'il veut et donc on ne règle rien. D'accord? Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi que c'est une approche plurilatérale à la base transatlantique et auquel d'autres vont se rattacher pour justement dire, OK, bon, nous, on veut faire affaire. S'il y a un choix à faire, c'est quoi le choix qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut aller avec les Chinois ou on veut aller avec la zone transatlantique? Bon, à la fin, économiquement parlant, on peut penser que la zone transatlantique va probablement être la plus intéressante pour la grande majorité des pays. D'accord? Et l'idée aussi, c'est d'offrir un modèle, en parlant de géopolitique, concurrent à celui du modèle chinois. Si le modèle chinois, c'est de dire, OK, bon, nous, on vous offre, dans le fond, le Belt and Road au niveau des infrastructures, etc. Mais là-dessus, effectivement, il y a toute l'infrastructure numérique qui en fait partie. D'accord? Mais vous voulez la technologie chinoise, l'infrastructure numérique, vous devez aussi adopter les règles. Dans le fond, la Chine utilise un peu le même modèle que l'Union européenne. L'Union européenne dit, OK, vous êtes adéquat, vous faites partie de notre zone. D'accord? Les Chinois, c'est la même chose, de dire, OK, maintenant, vous avez adopté notre technologie, vous allez adopter nos règles, et bien sûr, la grande muraille de feu va vous être étendue. D'accord? C'est un peu dans cette logique-là. Mais encore là, on le voit certainement au niveau de l'initiative Belt and Road, petit pays en développement relativement pauvre, bon, ils n'ont pas nécessairement les capacités pour développer leur propre modèle ou leur propre loi. Les Chinois arrivent et disent, OK, on vous offre un package. Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il n'y en a pas d'autres packages, avec de l'aide au développement, des infrastructures, etc., ils vont dire, OK, on va le prendre. Est-ce qu'avec ce modèle-là, bien sûr, incluant les éléments plus que numériques, donc en termes d'aide au développement, aide technologique, infrastructure, etc., est-ce qu'on pourrait aller chercher ces pays-là? Donc, plutôt qu'ils aillent vers la Chine, ils viendraient vers le modèle transatlantique, feraient partie de cette zone et, bien sûr, devraient satisfaire les règles. Mais encore là, il faut les aider à y arriver. C'est comme avec l'OMC, c'est bien de dire, OK, petit pays en développement, pauvre, venez faire partie des règles de l'OMC, mais les pays disent, oui, mais aidez-nous. Il faut former les gens, il faut de l'aide technique, il faut tout ça. Mais ça ferait partie d'un package, selon moi. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, parce que c'est vrai, c'est pas juste de dire on développe des normes, puis après ça, si vous les satisfaisez, vous faites partie de la zone. Non, il faut effectivement envisager ces autres éléments pour aller chercher et convaincre d'autres pays, notamment en émergence et des économies en émergence, en développement, de se joindre plutôt que d'aller vers la Chine. Et peut-être oui, ça amènera un certain découplage, mais c'est peut-être l'approche mitoyenne d'une certaine manière pour concurrencer un peu ce que la Chine fait, qui est un modèle très différent de ce qu'on aimerait voir en Occident. Et peut-être que tranquillement, si ça met de plus en plus de pression, est-ce que ça pourrait aussi avoir une certaine influence sur ce qui se fait en Chine? Ça, par contre, c'est la grande question. Mais donc, je vois très, très bien ce que tu dis et je vois, dans le fond, que ce que je propose reprend, dans le fond, contient les éléments que tu mentionnes. Est-ce que les Américains et les Européens vont être capables de s'entendre? En ce moment, ils ont créé un conseil, un comité pour faire ça, leur comité de technologie, l'innovation, etc. Bon, est-ce que faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Au moins, ils se parlent. Déjà, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est pas juste les Américains qui tapent sur la tête des Européens. Donc, déjà, c'est encourageant, mais encore là, il faut voir à l'intérieur même des États-Unis, du Congrès, etc. Est-ce qu'on est capable d'aller vers un modèle du type européen ou avec des normes européennes? Ça, c'est la grande question. Merci. Je vais essayer de lire une question qui est dans le chat. Ça dit, c'est Jean-Noël Bérubé qui demande, selon l'approche américaine actuelle, les géants de l'Internet, les GAFAM, etc., ont échoué à s'autoréglementer. Sur le plan de la gouvernance, l'approche normative de gouvernance américaine sera-t-elle orientée maintenant vers le démantèlement des monopoles Internet existants?
et l'accroissement d'une libre concurrence entre un plus grand nombre d'entreprises de l'Internet pour obtenir une meilleure réglementation privée des données, plutôt que d'imposer une réglementation étatique unique internationale aux entreprises numériques d'Internet. Je vais lire parce que là... Ça va trop vite. Ouais. Non, mais parce qu'il y a deux éléments. Donc, effectivement, bon, c'est vrai que l'autoréglementation ne fonctionne pas. Je pense que ça, on est tous clairs. Oui, effectivement, il y a des pressions très fortes aux États-Unis, bon, en Europe, mais aussi aux États-Unis pour démanteler ou en tout cas couper les ailes aux monopoles existants. Est-ce que orienté maintenant vers le démantèlement et l'accroissement de la libre concurrence dans un plus grand nombre d'entreprises pour obtenir une meilleure réglementation privée des données? Sauf que dans ce contexte-là, là, dans la question, j'essaie de comprendre et peut-être M. Bérubé peut clarifier son propos. Selon moi, je ne vois pas dans quel contexte. Je veux dire, pour y arriver, ça va prendre une réglementation étatique. Est-ce que c'est suffisant? Dans le fond, si je comprends bien peut-être la question, c'est est-ce que c'est suffisant de simplement briser les monopoles existants? Hein, de dire, OK, Meta, par exemple, vous vous débarrassez si vous gardez Facebook, vous devez vous débarrasser d'Instagram ou WhatsApp, ou etc. Donc, est-ce que c'est ça la solution? Et là, de dire, OK, bon, une fois qu'on a démantelé ces groupes, le travail est terminé, il y a plus de concurrence, donc tout va bien aller. Donc, on revient à une approche de libre marché. Selon moi, je doute que ça puisse être possible. Je pense que oui, il faut d'une certaine manière revoir justement les règles de concurrence et peut-être dans certains cas démanteler ces groupes, ou en tout cas une partie. De l'autre côté, il faut des règles étatiques. Il faut, selon moi, je ne pense pas qu'encore là, si l'approche du marché soit suffisante, parce que un des enjeux avec les données et avec justement l'économie numérique, c'est que c'est des économies qui mènent vers des monopoles. Les entreprises qui ont le plus de données, qui ont les technologies, etc., c'est celles-là qui vont en sortir gagnantes. D'accord? Pourquoi il y a peu de concurrence par rapport à Facebook, par rapport à Google, etc.? C'est parce que ces entreprises-là dominent à cause justement de les données qu'elles sont capables d'aller chercher, des effets de réseau qu'elles ont déjà. Donc, c'est très difficile pour des nouveaux concurrents d'entrer sur ces marchés. D'accord? Quelqu'un qui arrive et dit hey, « moi, j'ai une nouvelle plateforme numérique, sociale pour faire concurrence à Facebook. » Bon, oui, il y a Instagram pour les jeunes, bon, etc. Mais encore là, Facebook demeure la plateforme dominante d'une certaine manière. Très difficile d'arriver et d'offrir quelque chose d'autre parce que d'une certaine manière, ça demande à tout le monde de passer de Facebook à cette autre plateforme. Parce que sinon, vous pouvez être sur l'autre plateforme, mais s'il n'y a personne de vos amis, de vos contacts qui y sont, c'est pas belle fun, comme on dit. Donc, ça fait partie des enjeux. Et bien sûr, en termes de revenus, les annonceurs, parce que ces entreprises-là, la majorité de leurs revenus proviennent des revenus de publicité, où vont aller les annonceurs? Ils vont aller là où il y a le plus de monde. Ils vont aller là où on peut cibler le mieux la publicité pour aller chercher les consommateurs qu'on veut. Donc, et qui peut faire ça? Encore là, ça prend des données, etc. Donc, le modèle de l'économie numérique, dans le fond, mène, c'est comme en matière d'économie d'effet de réseau, d'économie d'échelle, etc., amène à une certaine monopolisation des marchés. D'accord? Donc, on peut tout briser, mais moi, mon point de vue, c'est que rapidement, on va se retrouver avec soit les mêmes combinaisons ou des nouvelles combinaisons. Ou sinon, est-ce que, et là, on fait puis on défait. C'est toujours comme ça où on empêche. Alors, selon moi, il faut voir d'autres modèles. Est-ce que c'est, par exemple, permettre une meilleure, comme le fait l'Union européenne, faciliter le mouvement des données personnelles pour changer de compte, par exemple. Si vous voulez changer
vous voulez fermer votre compte Facebook, aller ailleurs, ben, ça se fait facilement. La même chose dans le domaine des services financiers. Mais selon moi, ça peut pas, c'est pas le marché qui va encore là, qui va être capable de réglementer ça, même si on favorise, on brise les monopoles ou les oligopoles actuels. En tout cas, pour moi, il faut une présence, une réglementation étatique. Et encore là, ben, pour ça, ben, ça prend des normes, ça prend des standards, des règles, etc. Merci beaucoup, Patrick. Je ne sais pas si ça répond à la question de M. Bérubé. Je ne sais pas, ouais, M. Bérubé, si vous voulez entrer dans la discussion, vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, je vais donner la parole à Christian Debloc. Oui, d'abord, merci. Merci Stéphane et merci surtout Patrick pour ta présentation. J'ai beaucoup aimé ton utilisation du triangle de Mundell parce qu'on l'avait déjà utilisé, Michel et moi, dans un autre domaine sur la question de la régulation des multinationales notamment. Et il y a quelque chose qui me frappe. En fait, j'ai une question et puis deux questions et puis une petite remarque à faire après. Ma petite question, elle est simple. Tu as évoqué les relations Union européenne-États-Unis. Il y a la question du comité, du comité sur le commerce et technologie, sauf erreur de ma part, qui a été créé en juin dernier, qui semble assez prometteur, justement, en termes d'échanges, en même temps aussi en termes de repenser les relations transatlantiques en dehors des approches traditionnelles, notamment des négociations commerciales. Alors, je voulais savoir si tu avais des informations supplémentaires, parce qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue, je pense, à Pittsburgh l'automne dernier, mais depuis, ça reste assez flou et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ma deuxième remarque, en fait, c'est concernant justement, à partir de ton triangle, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Parce que aujourd'hui, on parle de plus en plus que la globalisation, de l'émergence d'un espace. Un espace, finalement, qui transcende les États, qui va au-delà des États. Et quand on regarde un peu ça, quand on voit cet espace-là, il est centré sur l'individu. De plus en plus, tout le numérique est vraiment, c'est plus un système qui est centré sur les États, mais centré sur les individus. Et quand je t'ai écouté parler, ce que je me rends compte finalement, c'est que l'individu, c'est le parent pauvre du triangle. Parce que d'un côté, il y a les multinationales, les grandes entreprises qui, elles, savent ce qu'elles veulent. Les États savent aussi ce qu'ils veulent. Mais finalement, la personne, enfin l'acteur qui est au centre de la globalisation aujourd'hui, l'individu, consommateur ou autre, ben lui, il n'est pas tellement protégé, en fin de compte. C'est le maillon le plus faible, alors que c'est le personnage central de la globalisation, je n'ai pas peur de le dire. C'est cet individu avec ses droits, mais quand on regarde, et puis moi, ça m'a vraiment frappé, le fait que tu as insisté beaucoup sur la Chine. Chaque fois qu'on parle de la Chine, en fond, ça fait assez peur, d'une certaine façon, mais je pense que les autres aussi, les États sont quand même assez présents. Alors, je voudrais que tu reviennes un peu sur ces deux points-là, et encore une fois, un grand merci pour ta présentation, je trouve ça très passionnant. Mais merci beaucoup, Christian, pour ta remarque et ta question. Encore là, je vais prendre la question en premier. Elle est plus facile que le commentaire que tu as fait, qui est très, très pertinent. Donc, pour ce qui est de ce comité, dans le fond, États-Unis, Union européenne, je l'ai déjà mentionné dans le cadre de ce qu'Éric avait dit. Effectivement, il y a eu un nouveau comité sur la technologie et l'innovation, le comité commerce et technologie innovation, je ne me rappelle plus exactement du terme, qui a été créé entre l'Union européenne et les États-Unis. Oui, Christian, tu as parfaitement raison, il y avait eu cette rencontre à l'automne à Pittsburgh, qui était plus, la première rencontre d'organisation, si on peut dire. Ma compréhension, c'est qu'il y a eu, on a créé des groupes de travail, dans le fond, qui découlent de ce comité. Et à ce que je sache, il est censé avoir une nouvelle rencontre. Je pense que c'est au mois de mai, soit mars ou mai, là, en tout cas, au printemps, pour justement, je pense, faire le point, voir un peu qu'est-ce que les groupes de travail ont fait. Et là, on verra, est-ce qu'il y aura des annonces, est-ce qu'on ira de l'avant sur certains éléments, ça reste à voir. Mais je pense que
à tout le moins, ce qui est encourageant, en tout cas pour ceux qui croient à cette idée d'une collaboration transatlantique et à son importance, et certainement au niveau de l'économie numérique, des flux de données, du commerce numérique, etc., et bien sûr de la réglementation technologique de façon plus large, c'est une bonne nouvelle qui est ce comité. Alors, je pense que de ce côté-là, encore là, il faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Bon, la première étape, c'est toujours de se parler, mais après, est-ce qu'on va être capable d'arriver à des choses concrètes? Bon, encore là, le système américain est toujours difficile. Hein. On se retrouve à nouveau dans une année électorale, hein, des élections mi-mandat au Congrès. Donc, on peut penser qu'il y a beaucoup de choses qui vont être retardées, hein, après jusqu'aux élections pour voir un peu quelle sera la configuration du Congrès, notamment si ça demande des changements législatifs au point de vue américain, dans certains cas en termes de collaboration ou des accords. J'oserais croire que l'administration Biden va essayer d'éviter tout ce qui demande des changements législatifs, donc essayer de faire des trucs plus administratifs. Donc, ça reste à voir, mais certainement, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que la rencontre du printemps va donner. Pour ta question ou ton commentaire sur l'individu, c'est vrai que, et je pense que c'est un élément important auquel je vais devoir réfléchir un peu plus, parce que, dans le fond, dans ma réflexion, c'est un peu implicite, hein, dans la façon que je l'imagine avec le triangle, etc. C'est comme, oui, l'individu est au cœur, mais c'est un peu implicite. Est-ce qu'il y aurait moyen parce qu'en pensant de dire, OK, mais pourquoi on veut créer de la confiance? Pourquoi on veut dans le fond, réglementer pour créer cette confiance? Ben, ultimement, c'est pour protéger, oui, je disais les individus, les entreprises et les États ou les gouvernements, mais à la base, si à la fin, les individus n'ont pas confiance dans les services numériques, la gestion des données, etc., qui est là, est-ce que ça ne va pas amener à un échec du marché, ultimement? Hein, de dire, oui, dans le fond, on n'a pas confiance dans les Meta, les Google, etc. Est-ce que ça pourrait amener à un échec du marché? C'est la grande question. Donc, oui, la confiance est au cœur du modèle et beaucoup axée sur l'individu. Et je pense que peut-être ça vient rejoindre un peu la question de Michel en disant, OK, mais c'est quoi la confiance? Pourquoi? Dans quel contexte? Donc ça, je pense que c'est certainement, bon, dans le cadre de ma réflexion pour ce projet, un élément que je dois beaucoup mieux développer. Hein. Dans le fond, je me suis attaqué plus aux éléments économiques, aux éléments de relations, d'économie politique, etc. Mais cette idée de la confiance des individus qui est nécessaire, selon moi, au bon fonctionnement des marchés et comment y arriver, ça, c'est peut-être le maillon faible, effectivement, comme tu dis, Christian, et de voir un peu comment ça fonctionne. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, à ma lecture des choses, l'Union européenne met vraiment l'individu, le consommateur, au cœur de sa réglementation. Moi, c'est ça qui est intéressant. Et est-ce que c'est ce qui va faire, peut-être, c'est peut-être dans le fond implicitement le point, est-ce que c'est ça qui va faire que le modèle européen va être le modèle dominant? Bon, est-ce que ça va être un modèle dominant de façon unilatérale, c'est-à-dire tout le monde adopte le modèle européen, mais c'est les Européens qui décident des règles, ou est-ce qu'on va, dans le fond, internationaliser le modèle européen, en faire la base d'un modèle international auquel, bon, les autres pays vont joindre, mais les grands principes, le fait de mettre l'individu au cœur de la réglementation, des normes, va être le principe de base. Et tout le monde va se rallier pour déterminer les règles au niveau international ou plurilatéral de ça. Ça, c'est un peu la grande question, selon moi. Mais, en tout cas, de mon point de vue personnel, là, c'est peut-être pas moins d'un point de vue académique, mais d'un point de vue personnel, je pense qu'il le faut absolument. Il faut protéger les individus et le reste va découler, selon moi. Les autres éléments au niveau de la protection des entreprises, la protection des gouvernements, ça va venir avec ça, selon moi. Si on met, comme tu le dis, l'individu au cadre de l'élément de confiance, sinon, c'est clair que, oui, en Chine, oui, ils ont passé des règles sur la protection de la vie privée, etc., parce qu'apparemment, les Chinois s'en préoccupent, mais tout ça est sous-jacent
à la protection de l'État, à la protection du gouvernement du Parti communiste. Donc oui, hein, il y a des règles. En fond, ce qui est fascinant selon moi, et je vais étudier ça un peu plus, hein, la Chine a adopté plutôt le modèle de protection des données personnelles de l'Union européenne, très semblable. Mais tout ça est subordonné à la surveillance de l'État, l'accès aux données, etc. Donc, oui, on protège la vie privée au niveau des entreprises, apparemment en Chine, mais certainement pas la vie privée pour le gouvernement. Le gouvernement peut tout voir, accès à tout. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment ça se joue en Chine. Et bon, aux États-Unis, ben, en ce moment, ça se discute, mais on n'est pas rendu là. Alors, j'en prends bonne note parce que ça fait partie dans le fond, pour faire un argument très solide dans le contexte de mon analyse. Je pense qu'il faut développer ce lien entre individu, réglementation, confiance, selon moi. Alors, merci. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous laisse encore 1 ou 2 secondes. OK, peut-être moi une petite dernière. Non, c'était pas une question. Alors, j'ai vu que le gouvernement du Québec a choisi de faire des contrats avec des firmes étrangères pour mettre toute l'information personnelle des Québécois sur le cloud. Ils ont décentralisé la gestion des appels d'offres et là, on se rend compte que quasiment tous les organismes québécois ont fait des ententes avec Amazon, ce qui crée un enjeu de sécurité. Et là, on vient de créer un ministère de la cybersécurité. Je ne suis pas sûr qu'il y a un lien entre les deux encore, mais ça risque de venir. Fait que là, c'est cette tendance-là qui m'inquiète un peu, mais est-ce que, puis la deuxième partie de la question, c'est qu'avec la tendance ou le discours très, très fort sur la relocalisation des entreprises, puis avec les investissements qu'on voit aux États-Unis et en Europe pour produire des microconducteurs sur place, est-ce qu'on risque d'arriver dans une situation dans quelques années où on va vouloir recréer des clouds nationaux pour éviter justement les enjeux? C'est des investissements colossaux, là, mais comment tu le vois, toi, l'avenir? Bon, très bonne question et ça touche un élément dont je n'ai pas parlé, mais du point de vue canadien, il y a aussi, donc, aux États-Unis, j'ai parlé du fait que les États adoptent des régimes de gouvernance des données. La Californie qui a un modèle semblable à celui de l'Union européenne et donc, ça crée des enjeux au niveau des États-Unis. Au Canada, on voit la même chose émerger. Hein? Le Québec qui a adopté un régime de protection des données ou de protection de la vie privée qui est très semblable et même dans certains cas va un peu plus loin que ce que l'Union européenne fait. Et l'Ontario qui regarde pour faire la même chose. Donc là, au Canada, on a une situation quand même intéressante où il y a des superpositions et potentiellement des conflits entre les différents régimes, le régime fédéral qui devrait changer au cours des prochaines années et les régimes provinciaux. Donc ça, c'est un autre élément auquel je m'intéresse beaucoup. Et ensuite, comment ça joue au niveau du commerce international? Parce que ta question est fort pertinente. Est-ce que, et là, oui, les entreprises québécoises qui font affaire avec Amazon pour ce qui est du cloud, ce qui n'est pas clair dans ma tête, c'est que est-ce que même si c'est Amazon qui fournit le cloud, est-ce que les données vont se retrouver sur des serveurs à l'extérieur du Québec? Ma compréhension, c'est que ce n'est pas clair, que le Québec voulait d'une certaine manière que les données soient conservées au Québec. Donc là, oui, dans le fond, Amazon pourrait avoir ses serveurs au Québec, ou en tout cas, les serveurs pourraient être au Québec, mais c'est Amazon qui fait plus l'analyse, la gestion des données, etc. Encore là, il faut voir les ententes. Donc, ça, c'est la première chose. Et on sait que dans le cadre de l'ASEUM, par exemple, en principe, l'ASEUM dit que, bon, si Amazon peut offrir ses services du cloud, hein, d'info-nuage, à partir des États-Unis. Hein, c'est ce que dit l'accord. En principe, on ne peut pas empêcher Amazon de venir au Canada, offrir ses services et d'imposer une localisation des données. Bon, ça, c'est au niveau général. Par contre, on sait aussi que la CEUM a une exception pour les contrats publics. Hein, dans le contexte du chapitre sur le commerce numérique, les contrats publics n'en font pas partie. Donc, autant le gouvernement fédéral que le gouvernement du Québec, dans l'octroi de contrat, peut imposer la localisation des données. D'accord? Et ça, il va falloir que je jette plus un coup d'œil,
Mais ma compréhension, c'est que dans le contexte de données du gouvernement du Québec, l'idée, c'était de localiser ces données au Québec. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être, Stéphane, je ne sais pas si toi, tu as plus d'informations là-dessus. Mais ma compréhension, c'est que ce n'est pas parce qu'Amazon est peut-être derrière pour offrir ses services d'analyse, de gestion de données, je ne sais pas, que les données elles-mêmes vont être, par exemple, localisées aux États-Unis. Bon, selon la CEUM, ça peut se faire, mais le Québec peut toujours dire non, il y a une exception pour les contrats publics, donc c'est une exigence. Il faudra aller voir dans l'octroi des contrats. Mais il me semble que j'avais lu quelque part que le Québec voulait localiser ces données au Québec et dans le fond, oui, faire affaire avec des entreprises québécoises. Mais là, est-ce qu'il y a certains éléments que seul Amazon est capable de fournir à une certaine échelle, peut-être. Et ce qui encore revient à cette idée de monopole, c'est-à-dire que même des entreprises infonuagiques au Québec ne peuvent pas opérer sans faire affaire avec Amazon quelque part ou avec Microsoft ou quoi que ce soit. D'accord? Oui, vraiment intéressant. Je me semble qu'ils sont en train de construire des centres de données, notamment parce qu'avec l'hydroélectricité, c'est moins cher, puis ils mettent ça en région. Aussi, exact. Mais je ne sais pas si c'est obligatoire dans les contrats, parce que je me rappelle que quand il va falloir fouiller un peu. Dans le fond, c'est quelque chose qui fait partie de mes recherches. Dans le fond, c'est un domaine qui est très large et qui évolue très rapidement. Et ça, c'est toujours la difficulté quand on travaille sur quelque chose qui est en cours, comme tu le sais. Bon, écoute, je pense qu'il n'y a pas de main levée. Alors, j'invite tout le monde à se joindre à moi pour, bien sûr, te remercier. Il y a déjà des mots très positifs dans le chat. Fait que merci beaucoup, Patrick. Puis j'espère bientôt pouvoir aller à Ottawa pour prendre une bière avec toi. Fait que, merci. Absolument, ou moi venir à Montréal pour vous voir tous. En tout cas, si vous venez ici, une fois que les choses se seront calmées, vous êtes les bienvenus, faites-moi signe. Et sinon, j'espère vous voir à Montréal très bientôt pour que justement on puisse casser la croûte et prendre une bière ou un verre. Et merci à tout le monde pour de m'avoir écouté, pour vos commentaires. Merci encore, Michel, de l'invitation. Très heureux d'avoir fait ça. Dans le fond, ça me force à organiser ma pensée. Et là, maintenant, j'ai d'autres éléments qui vont me forcer à réfléchir. Alors, je suis très, très content. Je vous en remercie. Excellent. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tout le monde et puis bon week-end. À bientôt. OK. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Salut.